aanpak op de basis van symptomatologie versus biochemische parameters. De spreker, Dr. Natasha Mortier van de bibliografiegroep. Dank u wel. Dus aanpak op basis van symptomatologie versus biochemische parameters, dat is misschien een beetje een moeilijke manier om het te stellen. Het komt erop neer, stel je stelt een behandeling met levothyroxine in. Waar ga je naar streven? Naar de resolutie van de symptomen of naar een bepaalde labowaarde? Welke parameters moet je dan gebruiken om naar te streven en heeft vrij T3 daar een rol in te spelen? Dat is de eerste vraag. Dan zijn er ook vragen over de behandeling. Wat is de rol van een behandeling met T3 of een combinatiebehandeling T3-T4? En tenslotte is er nog een derde deel vragen die gaat over een eventuele rol van schildklierhormoon bij de behandeling van bepaalde symptomen of bepaalde situaties, waarbij dat er geen hypothyroïdie aanwezig is. Dus bij vermoeidheid, anti-aging en euthyroïd multinodulaire struma. Omdat het vrij verschillende vragen zijn, gaan we ze één voor één behandelen. Wat primeert er om de behandeling van hypothyroïdie bij te sturen, de symptomen of de labowaarden? We hebben opnieuw hiervoor in die 3 Britse richtlijnen gekeken die we al een paar keer aangehaald hebben. 2 richtlijnen daarvan geven aanbevelingen rond deze vraag. Ik ga ze vergelijken. Ze komen vrij goed overeen en ze vallen eigenlijk uiteen in 3 delen. Het eerste deel zegt streef naar een TSH-waarde binnen de referentiewaarde. Dus in de eerste plaats streef naar een bepaalde biochemische parameter. Het tweede deel gaat eigenlijk over symptomen. Dus stel je hebt je TSH binnen een bepaalde referentiewaarde gekregen, maar de patiënt heeft nog steeds symptomen. Wat doe je dan? De NICE-richtlijn zegt overweeg om de dosis op basis van die symptomen wel nog wat aan te passen, eigenlijk een beetje te verhogen. Hier ook weer het woordje consider belangrijk. Dat wil zeggen, zwakke aanbeveling wil zeggen, men is niet zeker van de risico-batenverhouding in dit geval. De BTA-richtlijn die geeft nog een beetje meer informatie over die symptomen. Zegt in de eerste plaats, erken ze. En ga eigenlijk initieel gaan zoeken of dat er geen andere verklaring is dan een schildklierdysfunctie voor die symptomen. Is er bijvoorbeeld een comorbiditeit die nog niet onder controle is? En kan die misschien aangepakt worden met bepaalde levensstijlmodificaties? Het is pas dan, als laatste instantie, dat je kan overwegen om eventueel de dosis van levothyroxine een beetje te verhogen. Een derde aspect van deze aanbeveling zegt van oké, stel nu dat je beslist van je levothyroxine-dosis een beetje aan te passen, zorg dan in ieder geval dat je TSH nog altijd binnen de referentiewaarden blijft, dat je die niet deprimeert. En dat je zeker niet tot TSH-suppressie gaat komen. Het was over hypothyroïdie. Over subklinische hypothyroïdie gaat de NICE nog een klein nuanceverschil leggen. Hierbij zeggen ze, als je beslist hebt om een behandeling met levothyroxine op te starten, je patiënt heeft een TSH binnen de referentiewaarden, maar heeft nog altijd symptomen. In dat geval overweeg eerder van levothyroxine te stoppen dan om die dosis nog te verhogen, omdat er daar eigenlijk geen voordeel van te verwachten is.
Een tweede vraag was, is er plaats voor de dosage van vrij T3 versus vrij T4 in de opvolging van, niet in de opvolging, maar in het streven naar een bepaalde, een therapeutisch doel. Dus beide richtlijnen zeggen in eerste instantie, streef naar een bepaalde TSH-waarde en volg die op. De NICE-richtlijn zegt dat er eventueel, dus consider, een plaats is voor de meting van vrij T4, indien die symptomen blijven bestaan, maar zegt niks over vrij T3. De BTA-richtlijn zegt niks over vrij T4, maar zegt wel expliciet van gebruik, de dosage van vrij T3, dat heeft geen zin. Want we weten eigenlijk niet wat we met die waarde moeten doen. Een tweede deelvraag ging over behandeling. Is er plaats voor behandeling met T3 of een combinatiebehandeling T3-T4? Daar zijn de richtlijnen vrij duidelijk over. Biedt niet routinematig T3 aan, nog in monotherapie, nog in combinatietherapie. Er is geen duidelijk voordeel en er zijn wel grote aanwijzingen dat er ongewenste effecten kunnen zijn. En op lange termijn weet men ook niet wat de ongewenste effecten kunnen zijn. Er staat hier telkens, geef het niet routinematig. Zijn er dan misschien situaties waarbij dat het wel zou kunnen voor gekozen worden? Men spreekt zich daar niet expliciet over uit. De BTA geeft wel wat meer informatie voor artsen die zouden overwegen om een combinatietherapie T3-T4 op te starten. Maar zij zeggen eigenlijk echt wel van, als je dat overweegt te doen, wees je dan heel goed bewust van de mogelijke ongewenste effecten, communiceer dat zeer goed met de patiënt, documenteer het en eigenlijk moet het opgevolgd worden door een endocrinoloog. Dat wordt gevolgd met een paragraaf die zegt van als je niet, als clinicus niet gerust voelt bij deze combinatiebehandeling, dan heb je eigenlijk alle redenen om het niet te doen. Dus dat kan je moeilijk nog een aanbeveling noemen. Die BTA is eigenlijk ook gebaseerd op 2 oudere richtlijnen, waarvan één zegt als je een combinatiebehandeling T3-T4 opstart, eigenlijk is dat een volledig experimentele situatie, moet je eigenlijk zelfs een ethische commissie gaan inschakelen. Dus ja, een zeer zwakke aanbeveling. Wat in bepaalde situaties heeft men vastgesteld dat er schildklierhormoon wordt toegediend bij personen die geen verstoorde schildklierfunctie hebben, om bepaalde symptomen aan te pakken. En wij wilden zien of er daar enige onderbouwing voor was, of het zij uit guidelines, het zij uit literatuur. De eerste situatie is aanpak van vermoeidheid. We hebben gekeken naar die 3 pritse richtlijnen van daarjuist, maar daarbovenop hebben we ook gezocht naar richtlijnen die specifiek iets zeiden over moeheid of chronisch vermoeidheidssyndroom. De NICE-richtlijn over chronisch vermoeidheidssyndroom zegt dat in het kader van het syndroom eigenlijk geen enkel geneesmiddel kan aangeboden worden. En de BTA heeft een meer algemene aanbeveling, een sterke aanbeveling tegen het gebruik van levothyroxine bij aspecifieke symptomen, indien de schildklierfunctie normaal is. Wij hebben ook een zoektocht gedaan in de literatuur. We hebben gezocht naar RCT's die schildklierhormoon versus placebo evalueerden bij personen met een chronisch vermoeidheidssyndroom, dus bij die specifieke populatie. We hebben geen RCT's gevonden die onze inclusiecriteria die voldeden daaraan.
Een kleine bemerking, u weet het misschien van enkele spreekbeurten geleden bij ouderen met subklinische hypothyroïdie. Het eindpunt vermoeidheid is daar wel onderzocht geweest, maar dat was bij mensen die bij aanvang van de studie eigenlijk niet hoog scoorden op die vermoeidheidsscores. Dus die hadden eigenlijk niet de klacht moeheid. Dus die studies geven eigenlijk geen antwoord op de vraag of dat het nut heeft om levothyroxine op te starten voor vermoeidheid. Een tweede situatie waarbij soms schildklierhormoon wordt gebruikt is anti-aging. Kan ik kort over zijn, we hebben geen richtlijn gevonden rond anti-aging. We kunnen alleen opnieuw die aanbeveling van BTA hier presenteren in het geval van een normale schildklierfunctie en aspecifieke symptomen is het zeer sterk tegen aangewezen om levothyroxine op te starten. Ook hier hebben we in de literatuur gezocht of dat we RCT's vonden rond anti-aging, maar dat was niet het geval. Een bijkomende opmerking, als men spreekt over anti-aging, kunnen we veronderstellen dat het gaat over een oudere populatie die getarget wordt. Het is een opmerking die altijd geldt, maar als er geen aanwijzingen zijn dat een behandeling effectief is en er daarentegen wel mogelijk ongewenste effecten zijn, moet men extra voorzichtig zijn om te overwegen een behandeling in te stellen, zeker bij een kwetsbare populatie. En als laatste situatie kan men levothyroxine als suppressietherapie gebruiken bij euthyroïd multimodulaire struma. We hebben hier ook een zoektocht gedaan in de literatuur. We hebben een Cochrane gevonden die zag dat bij het geven van levothyroxine na 6 maanden tot 2 jaar bij een grotere proportie van de patiënten het volume van de schildklier met 50% of meer was verminderd. Maar als men kijkt naar de absolute cijfers, dan ziet men met controle is dat bij 10% van de mensen, bij levothyroxine bij 16% van de mensen. Dus dat zijn eigenlijk geen spectaculaire resultaten. Ook hadden wij eigenlijk gehoopt om informatie te vinden over over andere uitkomsten, bijvoorbeeld compressiesymptomen, dysfagie, ademhalingsproblemen, stemproblemen. Maar dat is niet onderzocht in de studies. Aan de andere kant ziet men wel dat in een van de studies er meer hyperthyroïdie, ongewenste effecten, naar voren kwamen. We hebben ook gekeken in de richtlijnen terug, dus weer die 3 richtlijnen plus een Amerikaanse richtlijn specifiek over de behandeling van schildkliernodules. De NICE-richtlijn zegt eigenlijk sowieso van geen behandeling in te stellen voor benigne schildkliervergroting met een normale schildklierfunctie, zolang dat geen ernstige symptomen zijn. En met ernstige symptomen bedoelen zij dus zaken zoals ademhalingsproblemen. En zelfs als er ernstige symptomen zijn, is levothyroxine geen van de behandelingsopties. En de Amerikaanse richtlijn zegt ook expliciet levothyroxine suppressietherapie is niet aanbevolen. Dus weer een zeer globale samenvatting. Is er een rol voor de dosage van vrij T3 als therapeutisch streefdoel? Waarschijnlijk niet. Is er een rol van monotherapie met T3 of combinatietherapie T3-T4? Waarschijnlijk niet. En is er een plaats voor schildklierhormoontherapie bij personen met een normale schildklierfunctie en bepaalde symptomen? Waarschijnlijk niet. Dank u wel.
Merci beaucoup. Nous arrivons au commentaire de l'expert, qui est le docteur Bourlacou, du service d'endocrinologie et de nutrition des cliniques universitaires Saint-Luc. Bonjour à tous. On l'a entendu ce matin, la prescription d'hormones thyroïdiennes est en continuelle progression et ça c'est un problème général partout dans le monde. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que cette prescription se fait de plus en plus précocement. Et dans les dernières 10 années, par exemple, aux États-Unis, 30% des patients ont reçu des hormones thyroïdiennes alors que leur fonction thyroïdienne était à la base normale. Alors, probablement qu'en partie, le succès des hormones thyroïdiennes est dû au fait que les symptômes de l'hypothyroïdie, vous l'avez déjà entendu, sont très divers et très peu spécifiques. Et en fait, si on regarde dans les études des populations, on remarque que dans la phase initiale de l'hypothyroïdie, dans la phase sous-clinique, les symptômes du patient sont tout à fait les mêmes que les plaintes d'un patient hypothyroïdien. Alors, il est vrai que plus l'hypothyroïdie est profonde et plus ces symptômes sont multiples, le risque d'être augmenté, d'être diagnostiqué avec une hypothyroïdie augmente, mais globalement, aucun de ces symptômes est suffisamment spécifique et sensible pour permettre le diagnostic. Et donc, par exemple, avoir un symptôme ne confirme pas la maladie et ne pas avoir de symptômes n'exclut pas d'être hypothyroïdien. Et avec le temps, tous ces scores cliniques ont été abandonnés en faveur de tests biologiques de la fonction thyroïdienne. Alors, il est peut-être plus intéressant de voir si les symptômes peuvent aider dans le suivi du traitement. Il faut faire ici la distinction entre l'hypothyroïdie franche et l'hypothyroïdie infraclinique. Par convention, l'hypothyroïdie franche est toujours traitée. Et donc, on considère que le traitement est nécessaire et efficace. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'études. Les études sont très anciennes en ce qui concerne l'effet du traitement sur les symptômes d'un patient avec hypothyroïdie franche. Vous avez ici les résultats de quelques études, par exemple une étude indienne qui montre par exemple une amélioration de toute une série de symptômes et des paramètres de l'action périphérique des hormones thyroïdiennes une fois que l'hypothyroïdie franche est traitée. La même chose si on traite une hypothyroïdie franche, soit d'emblée avec la full dose substitutive ou on commence la substitution progressivement, les symptômes répondent et ils répondent de façon significative. La question est un peu différente dans la population avec hypothyroïdie infraclinique qui représente, vous avez compris, la proportion des patients avec hypothyroïdie, c'est la plus fréquente forme d'hypothyroïdie. Alors, plusieurs méta-analyses, la dernière publiée en 2018 n'a pas montré en fait de relation entre le traitement par hormone thyroïdienne et les symptômes liés à l'hypothyroïdie. Alors, si on regarde de plus près cette dernière méta-analyse, ce qu'on constate, c'est que les patients inclus étaient des patients qui avaient des TSH en moyenne qui étaient assez peu élevés, en général en dessous de 10, et que l'hétérogénéité de la population était importante en ce qui concerne notamment l'étiologie de l'hypothyroïdie. Alors, dans cette méta-analyse, 70-80% de l'effet sur les symptômes, sur la qualité de vie, sur la fatigue, était dû à l'étude TRUST. Dont on a parlé ce matin, c'est l'étude qui a été réalisée chez les patients de plus de 65 ans qui étaient à la base très peu ou asymptomatiques. Alors, si on prend une population plus jeune, entre 35 et 55 ans, les études randomisées montrent en général qu'il y a quand même un impact favorable du traitement sur les symptômes, sur la fatigue, sur la qualité de vie. Il y a par exemple une seule étude qui a montré qu'il y avait une augmentation de l'anxiété avec les patients traités avec lévothyroxine. Alors, il y a la mesure des symptômes et puis il y a la satisfaction des patients avec le traitement. Et la satisfaction avec le traitement devient un critère de plus en plus important dans l'évaluation de l'efficacité du traitement par hormone thyroïdienne parce que dans les diverses enquêtes de satisfaction réalisées, quand on demande aux patients, jusqu'à 60-80% se déclarent insatisfaits pour les symptômes qui sont les plus fréquentes, c'est la prise de poids, la fatigue, les troubles de la mémoire et
de l'humeur. Et ça, indépendamment du type d'hormone thyroïdienne qu'on utilise dans le traitement. Alors, comment on peut améliorer la satisfaction des patients avec le traitement? Alors, il y a 2 études randomisées qui ont étudié le problème de l'ajustement fin de la dose d'hormone thyroïdienne dans l'intervalle de référence, un tout petit peu au-dessus de cet intervalle de référence. Et en fait, il n'y avait aucune différence dans l'évolution des symptômes dans ces catégories-là de TSH, alors que les doses de lévothyroxine utilisées étaient suffisamment importantes pour provoquer des modifications dans le taux de cholestérol, par exemple, qui est un on va dire, des marqueurs de l'action périphérique des hormones thyroïdiennes. Alors, une autre explication pour l'insatisfaction des patients avec le traitement, c'est la présence des comorbidités. Donc, les comorbidités sont plus fréquentes dans la population hypothyroïdienne. Il s'agit notamment du diabète, de maladies cardiovasculaires, de la dépression. Il est très difficile d'établir une relation de causalité entre l'hypothyroïdie et la présence de ces comorbidités. Mais on le sait par exemple dans l'hypothyroïdie en cas clinique que la présence des comorbidités influence plus la présence des symptômes. Ce qui est sûr, c'est que ces comorbidités doivent être recherchées de façon systématique, ce qui n'est pas souvent le cas probablement dans la prise en charge de l'hypothyroïdie actuellement. Et alors, il y a l'hypothèse qui est la plus débattue actuellement dans la littérature, c'est le fait que le traitement par lévothyroxine n'aboutit pas à des taux de T3 tissulaires corrects. Alors, la T4 est utilisée dans le traitement de l'hypothyroïdie depuis les années 70, c'est le standard of care, mais il est vrai que les patients traités avec T4 présentent certaines, disons, anomalies ou différences dans le test thyroïdien par rapport à la population hypothyroïdienne normale. Alors, on l'a vu dans plusieurs études, des cohortes, notamment dans la cohorte NHNS, qui était déjà présentée ce matin. Donc, ces patients qui sont hypothyroïdiens sous T4 ont une T3 en général un peu plus basse, une T4 plus élevée, et un ratio T4-T3 qui est modifié par rapport à la population normale hypothyroïdienne. Alors, dans cette étude-là, les patients qui étaient traités par L-thyroxine avaient un BMI plus élevé, ils utilisaient plus de statines, des antidépresseurs et avaient moins de dépenses énergétiques. Mais on n'a pas pu établir une relation entre le ratio T4-T3 et toutes ces manifestations. Une autre observation troublante est que dans les groupes de patients thyroïdectomisés, dans la population, une autre population de patients thyroïdectomisés, donc qui dépendent entièrement de la prise exogène d'hormones thyroïdiennes, pour arriver à un taux de T3 qui est similaire au taux de T3 préopératoire, on doit donner une dose de T4 suffisamment importante pour abaisser la TSH à des valeurs qui avoisine l'hyperthyroïdie. Et donc, avec ce profil-là d'hormones thyroïdiennes, on obtient des marqueurs de l'action périphérique des hormones thyroïdiennes qui se rapprochent le plus de l'éuthyroïdie. Donc, toutes ces observations sont perturbantes et posent des problèmes dans le suivi des patients traités par hormones thyroïdiennes. Ce qu'on propose actuellement est en tout cas de ne pas se baser seulement pour les symptômes, pour toutes les raisons de manque de sensibilité, de spécificité, et d'associer toujours les symptômes à l'évolution des tests biologiques thyroïdiens. C'est une recommandation quand même assez faible de la Société américaine de la thyroïde. Alors, c'est une réalité que le profil d'hormones thyroïdiennes chez les patients traités par L-thyroxine peut être un tout petit peu différent. Mais la signification clinique de ces perturbations n'est pas encore très bien comprise. Il est possible que la TSH ne reflète pas correctement le statut thyroïdien dans tous les tissus, mais ça reste encore un sujet de débat à l'état d'étude. Et donc, il n'y a pas assez de preuves actuellement pour viser une TSH plus haute ou plus basse, alors que le patient est traité par T4. Et ça, c'est une recommandation forte des guidelines actuels. Malgré tous ces niveaux de preuves actuels,
les patients plébiscitent le traitement par T3. Et c'est vrai que ce type de traitement qui ajoute de la T3 normalise en quelque sorte, on va dire, la proportion T4-T3. Et donc, aussi bien les guidelines américaines que les guidelines européennes sont d'accord pour accepter à titre d'essai un traitement de quelques mois par une association T4 plus T3 chez les patients qui sont euthyroïdiennes mais restent symptomatiques sous T4. Alors, ce traitement combiné doit être fait sur certaines conditions, en tenant compte du fait que la T3 a une demi-vie beaucoup plus courte que la T4, qui doit être administrée plusieurs fois par jour, et dans une proportion qui doit rappeler en fait la proportion dans laquelle les hormones thyroïdiennes sont sécrétées par la thyroïde. Alors, est-ce que ce traitement combiné fonctionne? Eh bien, la dernière méta-analyse publiée l'année passée montre que ça ne fonctionne pas, en tout cas n'est pas supérieur à la monothérapie avec la T4. Et ça, en ce qui concerne les symptômes, la qualité de vie, la situation psychologique, les symptômes dépressifs, la fatigue. Alors, c'est décevant, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Quand on revoit toutes les études avec ce traitement combiné, on se rend compte en fait que ce sont des études qui ont beaucoup de faiblesses, elles sont courtes, de puissance faible, ont inclus une population qui est considérée pas significative, c'est-à-dire pas des patients qui n'avaient pas suffisamment de symptômes, qui n'avaient pas de doses suffisamment importantes de T4, qui n'étaient pas porteurs, par exemple, de certaines anomalies génétiques qui sont impliquées dans le métabolisme des hormones thyroïdiennes. Les schémas d'administration de la T3 étaient inadéquats et surtout, les études n'utilisaient pas des outils de mesure appropriés pour la pathologie thyroïdienne. Donc, est-ce qu'il faut prescrire de la T3? Alors, il faut encore prouver que ce traitement est supérieur au traitement actuel avec de la T4. Il faut certainement que les études soient mieux réalisées pour pouvoir tirer une conclusion. Et il est possible qu'il y a des petites populations, peut-être les patients thyroïdectomisés, peut-être les patients porteurs des polymorphismes de la déodinase, dans lesquels ce type de traitement pourrait avoir un intérêt. Il ne faut pas oublier non plus de se poser la question de l'innocuité du traitement par T3. Alors, le jury a posé ensuite quelques questions particulières sur l'utilisation des hormones thyroïdiennes chez des patients euthyroïdiens. C'est justement une des questions qu'on a posées l'année passée dans le cadre d'une enquête qu'on a réalisée avec les collègues de Belgian Thyroid Club sur la prescription d'hormones thyroïdiennes en Belgique chez les patients euthyroïdiens. À notre grande surprise, 50% de ceux enquêtés ont répondu qu'ils utilisent les hormones thyroïdiennes et les prescrivent pour les patients avec un goitre qui progresse avec le temps. Alors, ce qui était le plus inquiétant, c'était qu'on était parmi les champions dans l'Europe qui proposaient ce type de prescription dans cette indication. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi, qui prescrit ces hormones thyroïdiennes en Belgique. Et en fait, ce n'était ni la spécialité, ni les lieux de pratique qui influençaient la prescription, mais c'était plutôt l'ancienneté dans la pratique, c'est-à-dire probablement l'adhérence à certaines pratiques qui ne sont plus tellement appuyées par le niveau de preuve actuel. On a vu quel est le niveau de preuve, c'est-à-dire cette analyse publiée en 2014 qui montrait un petit effet favorable de la T4 dans la suppression de la croissance d'un goitre euthyroïdien. Mais si on prend ce qui est vraiment significatif, c'est-à-dire la réduction du volume de plus de 50%, c'est un effet qu'on le voit chez seulement 16% des patients. À quel prix? C'est au prix de la diminution de la TSH à des valeurs moyennes de 0,1, 0,2, qui sont donc des valeurs qui sont déjà délétères sur le plan de la masse osseuse, de l'augmentation de l'incidence de la fibrillation auriculaire, de la mortalité en général. En plus, il ne faut pas oublier que ce traitement, si on le fait, on doit le faire à vie. L'effet est réversible. Une fois qu'on a arrêté le traitement par T4, le goitre va revenir à ses dimensions d'avant. Et en plus, l'argument le plus fort est peut-être le fait qu'il existe des alternatives plus efficaces
pour le traitement du goitre et au thyroïdien. Ici, vous avez les résultats de, à ma connaissance, la seule étude randomisée qui existe, radioïode versus T4. On voit que l'effet du radioïode est beaucoup plus important dans la réduction du volume nodulaire que le traitement par T4. Et cet effet, dans les études, c'est de l'ordre d'entre 40 à 60% de réduction du volume dans la première année qui suit l'administration du radioïode. Alors, donc, la recommandation des guidelines est assez forte. Actuellement, on ne recommande pas un traitement suppressif pour les goitres multinodulaires et au thyroïdien. Alors, je suis fatiguée, c'est quelque chose qu'on entend très fréquent dans la consultation d'hypothyroïdie. C'est les symptômes, on va dire, un des symptômes les plus importants chez les patients hypothyroïdiens. Qu'est-ce qui se passe dans la population, on va dire, normale, sans pathologie thyroïdienne? Eh bien, c'est une étude faite en Hollande il y a quelques années qui a posé cette question. Donc, on a posé la question déjà, do you feel tired? Et puis, on a mesuré la fatigue avec un outil qui était validé pour la fatigue. Mais c'est un outil, on va dire, de qualité de vie un peu plus générale, pas spécifique pour la thyroïde. Et ce qu'on a constaté, c'était que 34% des patients tout venant qui étaient euthyroïdiens se déclaraient fatigués. Bien, quand on mesurait cette fatigue, le score n'était pas vraiment différent du score des patients qui avaient une dysthyroïdie, mais qui n'était pas très différent non plus du score de référence de la population générale. Alors, dans la population euthyroïdienne, si on regarde qui sont les plus fatigués, donc les patients qui ont la TSH dans la quartile la plus basse et les patients qui ont la TSH dans la quartile la plus élevée, la T4 libre, la quartile plus élevée, ce sont les patients qui sont les plus fatigués. Ce qui était aussi intéressant dans cette étude, c'est de voir que les patients qui se savaient avec une maladie thyroïdienne, alors qu'ils étaient euthyroïdiens, étaient beaucoup plus fatigués que les patients euthyroïdiens sans maladie thyroïdienne. C'était presque le double en pourcentage des patients qui se plaignaient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients euthyroïdiens fatigués? Est-ce qu'on peut leur donner les hormones thyroïdiennes pour se sentir mieux? Alors, il y a une seule étude randomisée qui a essayé de répondre à cette question. C'est une étude qui a inclus des patients euthyroïdiens, donc sans maladie thyroïdienne, mais qui étaient symptomatiques. Ils devaient avoir au moins 3 sur les 6 symptômes. Dans ces 6 symptômes, il y avait la fatigue. Et donc, on leur a donné 100 microgrammes de thyroxine et on les a comparés avec la population contrôle. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait aucune différence, en fait, dans la modification du score de fatigue dans les deux populations. Par contre, on a remarqué autre chose. Les patients contrôle, donc qui ne se plaignaient de rien, ils étaient un peu moins énergiques quand ils recevaient de la L-thyroxine. Et puis, il y avait aussi une différence dans les taux de T3 libres. C'est que la T3 augmentait chez les patients contrôle traités avec L-thyroxine, mais elle ne se modifiait pas chez les patients euthyroïdiens fatigués, symptomatiques. Alors, bien sûr, toutes ces observations ne nous permettent pas de tirer des conclusions, mais on peut se poser des questions. On peut s'interroger sur cette relation entre l'hypothyroïdie, la fatigue. Est-ce qu'on diagnostique plus souvent des hypothyroïdies qui sont associées à la fatigue? Les deux sont très fréquentes dans la population générale et ça peut amener à ce qu'on appelle un biais de confounding by indication, c'est-à-dire que vous allez chez le médecin traitant parce que vous êtes fatigué, ben vous avez vite aussi les tests thyroïdiens, enfin, en l'occurrence la TSH dosée parce que ça fait partie dans le bilan général de santé, comme on l'a entendu ce matin. Alors, est-ce que ce savoir malade, entre autres d'une maladie thyroïdienne, augmente la fatigue? Et finalement, la question qui est question très importante, quels sont les substrats physiologiques de la fatigue? Un peu dans la même optique des questions pour lesquelles on n'a pas vraiment de réponse et on peut juste discuter. Il y a la question du rôle d'hormones thyroïdiennes dans la prévention d'un vieillissement, on va dire,
accélérer le traitement anti-âge. Alors, on s'est demandé quelle est la fonction thyroïdienne des patients ou des personnes qui vivent très très longtemps. Et on a étudié une population de personnes centenaires qui appartenaient à la cohorte NHNS. On les a comparées à des contrôles de leur propre groupe ethnique et puis une population contrôle plus générale de la cohorte NHNS. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les centenaires ont des TSH plus élevés. Il ne s'agit pas seulement d'une moyenne de la TSH, toutes leurs TSH, vous voyez, sont shiftés vers la droite. Ils ont des TSH plus élevés. Ça va un peu dans le même sens que les résultats de l'étude Leiden, réalisée dans la population de plus de 85 ans. Étude dont on a parlé également ce matin. Et dans cette population-là, une valeur plus élevée de la TSH était associée à une diminution de la mortalité. Ce n'était pas seulement l'élévation de la TSH, mais également le fait que la T4 libre soit plus basse. Donc les deux étaient associés à une diminution de la mortalité. Alors, les centenaires n'ont pas des valeurs de T4 libre qui sont différentes par rapport à la population contrôle. Donc, ce qui amène à l'hypothèse que dans cette population centenaire, je vis très longtemps, il y aura une modification du set point hypophysaire. Ils ont une TSH plus basse, plus haute, sans modification de la T4 libre. Et cette modification est probablement génétiquement déterminée parce que le même type de profil d'hormones thyroïdiennes, on l'a remarqué également chez leurs descendants, quand ils étaient comparés avec des contrôles. Donc, je ne sais pas si ça permet de tirer une conclusion. Certainement, ces données vont plutôt contre l'administration des hormones thyroïdiennes, en tout cas à un âge plus avancé. Et en tout cas, les guidelines recommandent fortement de ne pas donner des hormones thyroïdiennes aux patients qui sont hypothyroïdiens et qui ont des symptômes non spécifiques. Il n'y a certainement aucune recommandation concernant la longévité. Alors, je vais conclure juste en disant que je ne pense pas que Thomas Pesquet ait eu besoin de prendre des hormones thyroïdiennes pour faire cette belle photo de la Terre. Merci de votre attention. Abdelbari, sorry, je m'excuse. Ok. Je suis le docteur Colpart. J'ai exploré un peu votre référence dans votre texte. Et en combinant toutes les références, je trouvais très peu d'arguments pour faire un suivi biochimique une fois que le patient est traité avec un dosage de LT4 de maximalement 100 microgrammes. C'est ma première question. Donc, quel suivi à faire? Et la deuxième question est, est-ce qu'il y a en Belgique des patients qui reçoivent le LT4 ou le T3 sans qu'un TSH soit fait ou sans qu'une intervention thyroïdienne ait été réalisée? Ok, merci. Donc, concernant votre première question, donc, toutes les recommandations actuelles sont d'accord. Le suivi d'un patient qui est déjà traité se fait sur base de la TSH, la T4, qui doivent être dans les limites normales. Donc, il n'y a pas de recommandation pour suivre les taux de T3 pour plusieurs raisons. D'abord, on pense que la T3 circulante ne reflète pas tout à fait les niveaux de T3 tissulaires. Donc, les cellules ont la capacité d'adapter leur production de T3 en fonction des besoins. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est le dosage même de la T3, qui est un dosage qui est beaucoup moins performant que certainement le dosage de la TSH, qui est un dosage qui n'est pas très sensible pour les limites basses. Et puis, donc, où il n'y a pas une bonne validation, il n'y a pas de standardisation. C'est une valeur, c'est une hormone qui est influencée par plusieurs autres facteurs, par le status nutritionnel, par
la maladie aiguë, entre autres. Donc, la T3, le dosage de la T3 n'a pas actuellement de valeur dans le suivi des patients sous T4. C'est encore plus difficile si le patient est traité par un traitement combiné, parce que dans un traitement combiné, les valeurs de la T3 fluctuent beaucoup plus lors de la prise de T3. Donc, vous dites qu'il faut réaliser une normalisation du TSH et du T4. Oui. Et donc, après combien de temps et contrôler combien de fois? Oui, une fois que le traitement est instauré, d'habitude, le contrôle se fait au bout de 6 à 8 semaines. Et puis chaque fois, quand on doit modifier la dose ou on doit modifier, on va dire, la formulation, parce que comme vous le savez, les formulations ne sont pas équivalentes. Donc, passage de la L-thyroxine à l'éothyrox, il faut à nouveau contrôler la fonction thyroïdienne après 6 à 8 semaines. Passage de tablettes au gel, au sirop, il faut à nouveau contrôler la fonction thyroïdienne. J'ai peut-être une question moi aussi. Dans les études, on mesure un certain nombre de variables en comparant le groupe traité et le groupe placebo. Donc on mesure d'une part la qualité de vie, d'autre part la health-related quality of life, puis on regarde le score cognitif, puis on regarde le score de fatigue, etc. Donc on fait des comparaisons multiples qui augmentent le risque qu'il y ait une différence qu'on observe par hasard. Ça s'appelle l'inflation du risque alpha. Est-ce que ça peut jouer un rôle dans les différences qu'on a observées dans les deux groupes? Oui, probablement. Je ne suis pas très forte dans les méthodes statistiques, mais ce qui est problématique aussi dans les études, c'est que souvent, les patients n'ont pas été évalués avec des outils qui étaient validés pour une pathologie thyroïdienne. Donc, l'outil, disons, celui qui est validé actuellement, côté symptômes, on va dire qualité de vie, c'est les TIPRO. J'en parle un peu dans mon texte, mais c'est un outil qui est très difficile à utiliser, même dans le cadre de l'étude clinique, parce qu'il contient 85 items. Donc, il y a une forme plus courte, mais donc, actuellement, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas d'étude de validation, on ne peut pas l'utiliser, il n'a pas été proposé de l'utiliser dans la pratique courante. Donc, évaluer le patient dès l'inclusion en traitement et puis au long du traitement. C'est aussi un outil qui est protégé par un copyright, donc ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Merci. Ah, une question dans l'assistance. Merci. En fait, c'est une remarque générale. Depuis ce matin, j'écoute souvent le terme « il n'y a pas d'études randomisées » pour confirmer telle ou telle évidence. Mais je me pose la question, est-ce qu'il est possible éthiquement de faire une vraie étude randomisée? Est-ce qu'on peut dire que oui, le patient a une hypothyroïdie franche et on lui dit, on ne lui donne pas son hormone, on lui donne du sélénium par exemple. Est-ce qu'on peut vraiment faire une étude randomisée dans ce cas-là? Est-ce que nous ne devons pas peut-être beaucoup nuancer nos levels of evidence parce que en fait, je me dis, randomiser certains types d'études serait franchement difficile à faire sur le plan éthique. Donc ça, c'est un peu une réflexion que je voulais faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, pour l'hypothyroïdie franche, donc on parle des hypothyroïdies ici qui ont des TSH élevés, en général c'est au-delà de 20, avec des 4 basses. Personnellement, je n'aurais pas le courage de ne pas faire le traitement proposé du sélénium ou placebo. Alors, dans l'hypothyroïdie infraclinique, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple de l'étude TRUST, dont on a parlé ce matin, qui était une étude qui était attendue depuis très longtemps. On a mis beaucoup de moyens en place pour le faire. Eh bien, il faut savoir que cette étude a changé de primary endpoint en cours de route. Pourquoi? Son primary endpoint, c'était un endpoint cardiovasculaire, ce qui était très intéressant, bien sûr, mais moitié de patients qui ont été screenés ont normalisé leur TSH pendant la période d'observation. Donc, l'étude a perdu en puissance, ils ont dû convertir leur
primary endpoint dans un endpoint de fatigue de qualité de vie. Donc ce n'est pas si facile que ça a l'air d'être de faire une étude randomisée de bonne qualité, même dans une population qui semble quand même assez on va dire, fournie, hein, parce que l'hypothyroïdie infraclinique est quand même assez prévalente. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. En fait, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. C'était plus une réflexion générale, surtout moins à vous qu'au BCFI. Parce que dans la recherche de la littérature, je pense que nous devrons parfois adapter nos levels of evidence à la réalité pratique. Vu qu'il y a des études, il y a des évidences, il y a des vérités scientifiques pour lesquelles nous ne randomiserons jamais. Parce que éthiquement impossible. Oui, mais le problème n'est pas l'hypothyroïdie. Comme je dis, l'hypothyroïdie franche ne pose aucun problème, je crois, hein, dans la prise en charge, dans le traitement. Le problème est dans l'hypothyroïdie infraclinique, dans l'existence même dans l'hypothyroïdie infraclinique, dans certains groupes d'âge, comme on en parlait ce matin. Donc c'est là que la question se pose, effectivement. Maar u heeft inderdaad wel gelijk dat er bepaalde situaties zijn waarbij dat een RCT ofwel niet mogelijk is ofwel niet ethisch is en dan, of zelfs niet geschikt. En in dat geval is het nodig ook om andere soorten van studies in acht te nemen. Hier hebben we wel een keuze moeten maken, deels door gebrek aan tijd om alle soorten studies te behandelen. En ook omdat wij wisten, ja, de controverse ligt niet bij hypothyroïdie, maar bij subklinische hypothyroïdie, waar dat er wel RCT's zijn. Dus in dit geval is het een beetje een pragmatische oplossing.